Bienvenue à cette deuxième capsule qui porte sur les facteurs abiotiques. Comme on a vu dans la première capsule, il y a plusieurs facteurs qui peuvent déterminer la répartition et l'abondance des espèces. Donc, que ce soit les facteurs abiotiques, la dispersion, le comportement d'une espèce ou même les facteurs biotiques. Les trois derniers, on va les regarder dans les deux prochaines capsules. Là, on va vraiment se concentrer seulement sur les facteurs abiotiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot abiotique? À ce point-ci, à ce moment-ci de la session, j'espère que vous avez au moins une petite idée. Quand on coupe le mot en deux, ce qu'on voit, c'est qu'on a le préfixe a, donc qui veut dire sans ou pas, et on a le mot biotique qui réfère vraiment au monde du vivant. Donc, abiotique, c'est simplement ce qui reflète dans le domaine du non-vivant, donc toutes les caractéristiques physiques ou chimiques, donc non vivantes, d'un milieu qui possède une influence sur les êtres vivants. Donc, il y a une très grande quantité de facteurs abiotiques qui existent dans les différents écosystèmes. Par exemple, la température, c'en est un que vous connaissez très bien. Précipitation, donc la quantité de précipitation reçue annuellement dans un écosystème, ça peut être un facteur abiotique. L'intensité lumineuse, la force des vents, bref, il y en a plusieurs autres. Le pH en aurait pu être un autre. Donc, il y a une très grande quantité de facteurs abiotiques qui régissent la répartition et l'abondance des espèces. Par contre, les espèces n'ont pas tous la même tolérance pour les différents facteurs abiotiques. Donc, chaque espèce va avoir son seuil de tolérance. Un seuil de tolérance. Quand on regarde la figure ici, sur l'axe des X, vous avez l'intensité du facteur limitant. Donc, ça peut être n'importe quel facteur limitant qu'on a parlé. Donc, disons par exemple la température. Et en Y, vous avez le taux de croissance de l'espèce. Ce que la courbe montre, c'est que l'espèce en question va avoir une zone de préférence où son taux de croissance, le taux de croissance de l'espèce va être maximal. Et ensuite, quand on dépasse cette zone de préférence-là, ce qui veut dire par exemple ici, si la température devient trop chaude, ben là, le taux de croissance de l'espèce diminue, ou à l'inverse, si elle devient trop froide, le taux de croissance diminue encore. Donc, il y a vraiment une zone de préférence qui est unique à chaque espèce. C'est ce qui est écrit ici, ça varie vraiment en fonction de chaque espèce. Donc, si on regarde la figure ici, encore une fois, le facteur abiotique, c'est la température, et on a le nombre d'individus. Ben, ce qu'on voit, c'est que l'espèce A a un seuil de tolérance, elle préfère une température plus fraîche ou plus froide que l'espèce B, qui elle aussi préfère une température plus froide que l'espèce C. Donc, leur taux de croissance est maximal dans des températures en A qui sont plus froides qu'en C, par exemple. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des jonctions où on retrouve autant, on pourrait retrouver autant l'espèce B que l'espèce A, ici en vert, pardon, A en vert et B en rouge. Donc, c'est possible d'avoir vraiment les deux espèces qui se partagent un même territoire parce que ça se retrouve dans leur zone de seuil de tolérance. Cette seuil de tolérance-là, ça détermine l'aire de répartition potentielle des espèces. Donc, on se souvient à la dernière capsule, j'ai parlé de l'aire de répartition réelle, donc où est-ce que les espèces vivent réellement, et l'aire de répartition potentielle, où est-ce qu'elles pourraient vivre. Donc, en regardant ces seuils de tolérance-là, on peut un peu déterminer l'aire de répartition potentielle d'une espèce. Si on prend par exemple l'environnement arctique, où les températures sont très froides, on regarde les seuils de tolérance d'un lézard, par exemple, je peux vous garantir que sa zone de préférence ne sera pas aux températures qu'on retrouve en Arctique, donc ce n'est pas une aire de répartition potentielle pour cette espèce. À la page 31 de votre cahier d'exercice, je vais tasser ça ici, vous avez cet exercice-là où on vous demande d'identifier les facteurs abiotiques en cause dans les différentes situations. Donc, vous pouvez faire pause, essayer de le faire. Je ne vais pas le corriger avec vous, je vais juste vous corriger le numéro 1. Puis si vous voulez vous corriger après, ben, le corriger se retrouve directement sur Moodle. Donc, vous pouvez essayer au moins le 1. J'imagine que vous avez fait pause, vous avez essayé le 1, on va le faire ensemble. Donc, dans un boisé composé de bouleaux jaunes, les jeunes arbres qui poussent sont tous des sapins baumiers. Il n'y a aucun jeune bouleau. Donc, ça serait quoi le facteur abiotique ici? C'est la lumière. Okay? La raison derrière ça, c'est que les bouleaux jaunes, quand ils sont matures, ont des feuilles et vont vraiment cacher la lumière, vont atténuer la lumière. Et les jeunes bouleaux, lorsqu'ils poussent, ont besoin d'énormément de lumière. Tandis que les sapins baumiers, eux, en ont pas tant besoin, peuvent un peu plus pousser à l'ombre que les jeunes bouleaux. Ce qui veut dire que quand on a déjà un bois composé de bouleaux jaunes, ben, c'est les sapins baumiers qui vont être les jeunes pousses dans la forêt plutôt que les jeunes bouleaux qui ont besoin davantage de lumière. Là, je sais peut-être ce que vous vous dites à la maison, comment vous étiez supposé savoir que les bouleaux jaunes ont besoin de plus de lumière que les sapins baumiers. Vous n'étiez pas supposé le savoir vraiment. Si on met des énoncés comme ça dans les examens, ça va être un petit peu plus clair. Là. Vous n'êtes pas supposé connaître toutes les caractéristiques de chaque espèce, mais ici, c'est vraiment la lumière. Donc, je vous laisse faire les numéros 2 à 7. Vous pouvez vous corriger sur Moodle. Si vous avez des questions, vous pouvez soit m'écrire directement sur le forum du cours ou on s'en reparle au cours en présentiel.
Donc, vous aurez peut-être compris qu'il y a plusieurs facteurs abiotiques qui composent le climat, hein. Ceux que je vous ai donnés en exemple tantôt, la température, l'intensité lumineuse, les précipitations, la force des vents, c'est tous des facteurs abiotiques qui vont un peu régir le climat à l'échelle planétaire puis qui vont décider le type de climat qu'on retrouve. Donc, par exemple, dans la région arctique, c'est un climat polaire. Pourquoi les températures sont très froides, très peu de précipitations. Et on voit en Afrique, on a des zones arides. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la température est très, très élevée, très faible niveau de précipitation. Donc, ces facteurs abiotiques-là vont régir les différents climats à l'échelle planétaire. Il y en a deux qui sont très, très importants, principalement la température. On va enlever ça tout de suite. La température que vous voyez ici sur l'axe des X et les précipitations sur l'axe des Y. Donc, c'est ça qui va vraiment régir le type de climat qu'on va retrouver dans les différents écosystèmes. Si vous voyez ici, on a les forêts tropicales humides, donc des régions qui sont très chaudes et avec une très grande quantité de précipitations par année, ce qui veut dire que c'est des zones très productives où on va retrouver beaucoup de végétation, par exemple, beaucoup de croissance de plantes. À l'inverse, si on regarde les toundras ou les déserts tropicaux, ben, c'est des régions soit très froides ou très chaudes, mais les deux sont très sèches. Donc, il y a moins de 100 cm de pluie par année, ce qui fait que la croissance des végétaux est plus difficile, il y a moins de biomasse, moins de nourriture disponible pour l'ensemble des réseaux. Donc, souvent, c'est des écosystèmes un peu moins productifs et c'est directement relié à ces deux facteurs abiotiques-là, soit les précipitations et la température. Donc, pourquoi ces deux critères-là régissent vraiment nos écosystèmes? C'est surtout, encore une fois, à cause de l'eau. Euh, les, les organismes ont besoin d'eau, ont besoin d'un milieu aqueux pour effectuer leurs réactions biochimiques. On en avait parlé dans une autre capsule. Donc, s'il n'y a pas assez d'eau, soit parce qu'il fait trop chaud ici ou parce qu'il fait trop froid et que l'eau est sous forme de glace, ben, les organismes comme les plantes ne peuvent pas utiliser cette eau-là ou les autres organismes ne pourront pas l'utiliser pour faire leur réaction biochimique. Donc, ça limite un peu la productivité dans ces milieux-là. Donc, les facteurs en cause, ici, je reprends l'exemple avec mes cactus pour montrer un peu les facteurs qui pouvaient être en cause en termes de facteurs abiotiques. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au nord des États-Unis, il n'y a pas de cactus. Donc, que ce soit dans l'aire de répartition réelle ou potentielle, on n'en retrouve pas. La raison, c'est parce qu'il fait trop froid. Donc, ces cactus-là ont besoin d'une région plus chaude. Donc, au nord de la Californie, il commence à faire trop froid. Donc, leur aire de répartition potentielle ou réelle ne s'étend pas jusque dans les régions plus au nord. Par contre, ça ne répond pas vraiment à pourquoi on n'en retrouve pas dans l'Ouest, hein. Si c'est juste en question de termes de température, ben, techniquement, la partie à l'Ouest ici versus l'Arizona et le désert de Sonora, ben, techniquement, ont sensiblement les mêmes températures. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer un rôle sur la répartition de notre cactus, comme la dispersion, le comportement ou les facteurs abiotiques. Donc, je vous le dis, dans le cas du cactus, par exemple, il est très sensible à certaines bactéries et à d'autres espèces comme les souris, les chauves-souris. Donc, ça ne se retrouve pas dans cette région-là, plus à l'ouest, probablement parce qu'il y a soit les bactéries qui sont présentes ou les autres espèces qui limitent un peu son abondance. Et ça va donc tomber dans le domaine des facteurs biotiques qu'on va voir à la quatrième capsule. Donc, c'est déjà tout pour cette capsule-là sur les facteurs abiotiques. À bientôt!